Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropoix. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Pierre Crépin pour parler d'un ouvrage qu'il a écrit avec André Bellon et préfacé par Mehdi Belhaj Kassem. Pour la souveraineté du peuple, nous sommes tous des constituants. Voilà. Alors, bonjour citoyen, on va te présenter très rapidement. Oui, alors bon, moi je suis comme il écrit dans ma biographie, je suis un économiste très indépendant qui travaille sur la crise depuis un peu plus de 16 ans maintenant. J'ai été lanceur d'alerte sur la crise de 2008 en 2005 en fait. On m'a pris pour un fou évidemment. En 2005, tu avais vu arriver la crise de 2008 ? Oui, tout à fait. J'étais un petit peu dans la peau de David Vincent qui a vu les extraterrestres. Donc on me disait JPR arrête de faire peur à tout le monde. Et donc j'ai continué via un blog que j'ai mis en ligne en 2007 qui s'appelle Nécronomie, parce que bon, je considère même plus comme un économiste mais comme un nécronomiste en fait. Et j'ai continué à travers 3 ouvrages, Crise et mutation, parce que j'avais perçu que ce n'était pas une simple crise comme les autres, mais une véritable mutation. Un deuxième ouvrage qui s'appelle La Grande Déconnexion, et là, la trilogie, donc, pour la souveraineté du peuple, nous sommes tous des constituants, que j'ai coécrit avec un autre économiste célèbre qui s'appelle André Bellon. André Bellon, c'est qui ? Alors, André Bellon, si tu veux, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Comme tu le sais, moi j'ai fait beaucoup de rencontres dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Et beaucoup de Gilets jaunes sont venus me voir pour mes analyses économiques, en fait. Les gens du gouffre comme Fabrice Grimal. Et un jour, j'ai rencontré Hugues Debott. Hugues Debott, c'était qui a monté le comité Jean Moulin, un juriste brillant, qui a monté la Résistance, le comité Jean Moulin. Et il est venu me voir, un groupe d'activistes, un peu comme vous, les GJ constituants, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des lettres pour ne pas payer les amendes, pour contester, qui a donné plein de trucs qu'on pouvait télécharger pour éviter de choper tous ces bordels-là et payer. Et donc il me dit, on s'est bien entendu, il m'a dit tu devrais rencontrer André Bellon. Alors je connaissais André Bellon en tant que penseur, puisque c'est quelqu'un qui a écrit 7 ou 8 ouvrages du style Un totalitarisme tranquille, Pourquoi je ne suis pas altermondialiste, Une nouvelle vassalité, c'est une dictature tranquille. C'est quelqu'un qui était sur ma ligne, si tu veux, qui contestait, qui avait fait le constat qu'on avait inventé finalement une démocratie sans peuple. Voilà. Mais André Bellon, il était sous Mitterrand, c'était l'éminence grise. Alors, André Bellon, c'est quelqu'un... Alors, ça m'intéressait d'autant plus de le rencontrer, si tu veux, parce que, comme tu le sais, moi, toutes mes thèses, en fait, économiques, viennent de la période des années 80, la fameuse période Reagan-Thatcher, où on a privatisé, libéralisé les marchés financiers. Donc ça m'intéressait d'autant plus de rencontrer André Bellon, qui non seulement est un grand économiste, mais en plus était au pouvoir à ce moment-là. Une éminence grise au pouvoir. Il était député socialiste et même président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Donc... Et après, quand il s'est aperçu, si tu veux, du désastre parce que c'est triste à dire, mais ce sont les socialistes qui accompagnaient la privatisation et la libéralisation des marchés financiers. Je pourrais te raconter 10 000 anecdotes sur le sujet qui valent toutes leur pesant de rire. Et donc, suite à ça, il a rompu définitivement avec le PS, allant même jusqu'à se présenter contre le PS. Donc, je me suis dit, ça va être intéressant par rapport à son œuvre de le rencontrer et pour pouvoir valider mes assauts théoriques économiques, si tu veux, par quelqu'un qui a vécu le truc de l'intérieur. Donc on s'est rencontrés, ça s'est bien passé, très bien passé même, et c'est là où il m'a expliqué qu'il avait monté en 2007 l'APUC, l'Association pour une constituante, si tu veux, parce que nous, dans le milieu
si tu veux, anarchiste, pour nous, l'écriture du Constituant, on n'y a jamais tellement pris garde. Il y avait un grand penseur anarchiste, William Godwin, le père de Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein, qui avait amorcé une constitution, mais pour nous, ce n'était pas quelque chose de fondamental. Et donc, quand j'ai rencontré André Bellon, qui m'a dit, bah, écoute Jean-Pierre, voilà, la dernière solution qui nous reste pacifique pour renverser le pouvoir, c'est de procéder à l'élection d'une assemblée constituante. Alors, et il m'a rappelé les 6 moments constituants qu'il y a eu dans l'histoire de France. Ça, je pense que notre ami Fadi Kassem pourra t'expliquer beaucoup mieux que moi. Et je me suis dit, bah, effectivement, la solution, c'est d'élire une assemblée constituante. Et donc, c'est comme ça qu'est né cet ouvrage. Et ensuite, on a entretenu une correspondance autour de différents thèmes, qui sont finalement, c'est un livre très simple, hein, que n'importe qui peut lire, et là j'insiste bien là-dessus, autour des thèmes qui préoccupent tout le monde, finalement. Et ça parle des Gilets jaunes aussi? Ah ben, c'est essentiellement tourné autour des Gilets jaunes. Hein. Les Gilets jaunes, je dirais, sont... qui ont réinventé la démocratie dans la rue, sont même le centre de l'ouvrage. D'ailleurs, tu remarqueras que dans ma dédicace, j'ai mis à tous les Gilets jaunes. Hein. À tous les Gilets jaunes. Moi, les Gilets jaunes sont les gens qui m'ont réconcilié avec l'humanité. C'est le plus grand mouvement social depuis mai 68. Les Gilets jaunes ont réinventé la démocratie dans la rue, tout simplement. Puisque moi, je fais partie des gens qui considèrent que la démocratie représentative est morte. La démocratie participative est en l'heure. On l'a bien vu au grand débat avec Macron, les gens tirés au sort, etc. N'importe quel libéral rêve d'avoir devant lui un mec tiré au sort, comme ça s'est passé. Bon, on participe et il profite. Donc, la seule vraie démocratie, on le sait, c'est la démocratie directe. Il n'y en a pas d'autre de démocratie. C'est évidemment tout ce qu'on nous refuse. Donc voilà, quoi. C'était d'ailleurs quand tu croises un député ou Macron, tu croises un type qui représente 15% de la population. C'est tout. C'est pas ça la démocratie. Et alors, toi, juste pour revenir sur toi, ton parcours, tu es un activiste aussi anarchiste. Oui. À la fin des années 70, tu étais passé à la télé parce qu'il y avait des histoires de pieds de biche, de magasins qui avaient été un petit peu, comment dire... je faisais partie du mouvement autonome, ce qu'on appelait le mouvement autonome offensif, hein, puisque c'était des années où il y avait une très forte inflation. Nous, on était et on luttait contre la vie chère, tout simplement. Ça t'a amené en prison? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ah à l'époque, ça rigolait pas, il y avait la loi anti-casseurs, tu cassais une vitrine, tu te prenais, c'était direct, hein, tu passais en comparution immédiate, tu étais même jugé sans avocat, tu te prenais un ticket minimum d'amende, c'était très très violent à l'époque. Il faut se souvenir, c'est pour ça me fait marrer, Mishka, quand je vois le mec qui a foutu une baffe à Macron hier, on en fait tout un pataquès, oh là là, c'est une atteinte contre la démocratie, etc. Moi, je viens d'une époque, je te le rappelle encore, où il y avait en France Action Directe, les Brigades Rouges en Italie, la bande à Bader, la fraction Armée Rouge en Allemagne, qui avait enlevé Hans-Martin Schleyer, le patron des patrons, qui sont exécutés, Aldo Moro, le patron de la démocratie chrétienne, exécuté par les brigades. Enfin, si tu veux, ça rigolait pas du tout. Là, c'était pas une petite tape c'était une justice populaire très violente, quoi, qui se terminait souvent par des exécutions. Alors, on va revenir sur l'ouvrage. Oui. Alors, la couverture, elle n'est pas jaune. Non, ça, c'est la collection, hein, si tu veux. Donc, c'est bleu et blanc, mais tout l'intérieur est rouge et noir en ce qui me concerne, hein, si tu veux, puisque c'est un dialogue avec André Bellon. Et des fois, on n'est pas d'accord, évidemment, sur tout. André Bellon, c'est un humaniste. Moi, je suis beaucoup moins humaniste que lui, puisque moi, j'ai tendance à considérer que l'humanisme est mort à Auschwitz et a été enterré à Hiroshima. Donc, j'ai pas cette croyance en l'homme que lui peut avoir. Mais on est d'accord sur la citoyenneté et surtout sur l'écriture du Constituant.
qui nous semble la seule voie possible aujourd'hui. Donc on essaie de monter des cercles constituants un petit peu partout dans la France. Alors, c'est quand même des anecdotes assez intéressantes qui révèlent des choses par rapport à la maison d'édition. Parce que c'est pas tout d'écrire le bouquin, il faut le faire éditer, etc. Comment ça s'est passé avec ces maisons d'édition finalement qui sont plus réformistes et gamelleurs que révolutionnaires? Oui. Moi déjà, si tu veux, ma réputation fait, si tu veux, que déjà c'est pas simple pour moi. Bon, même là, si j'avais mon nom à côté d'André Bellon, qui est quand même un mec qui a écrit une dizaine de bouquins, auteur Fayard et compagnie, donc c'était déjà une bonne chose. Après, on atterrit dans une maison d'édition. Le Temps des Cerises, c'est ça? Absolument, ouais, qui est plutôt noyauté, genre par LFI, etc. Et là, bon, moi, on a senti tout de suite un clash au niveau idéologique, si tu veux. Parce qu'ils ont craché sur avant de les essayer de les récupérer, enfin la France Insoumise, elle a craché sur elle a diffamé les Gilets jaunes. Oui, elle nous a craché dessus. On avait tout dans leur truc d'ingénierie sociale, on était tout, tu vois. On était antisémite, raciste, on était quoi, homophobe. Limite, on mangeait les enfants, quoi, tu vois. Non, mais ça, c'est le scénario classique. Et donc, après, ils m'ont demandé donc si on avait fait lire le livre alors donc à quelqu'un. Alors moi j'ai dit bah oui, je l'ai fait lire à Mehdi Belhaj-Kassem, qui est quand même le plus grand philosophe contemporain. Ah bon, est-ce qu'il pourrait faire une préface, etc. Bon, alors moi déjà je suis emmerdé parce que c'est pas les trucs que j'aime. J'aime pas solliciter les gens, moi. Et donc j'ai dit à Mehdi, est-ce que tu... Et au bout d'un moment, je me suis aperçu que j'étais en train de devenir la préface de mon propre livre, quoi. Ça tournait autour de... Donc ça a clashé avec le Temps des Cerises? Ah oui, ça clashait, bien sûr, ça clashait, bien sûr. Donc eux, finalement, ils sont pas aussi révolutionnaires que ça, ils sont plutôt réformistes? Non, c'est des gens qui vivent de subventions et compagnie, quoi. C'est sous un enfin, moi, c'est mon opinion, hein, si tu veux. Hein, voilà, bon, sous couvert d'être une maison d'édition indépendante, voilà, ça fait partie voilà, les indépendants sous subvention. On en connaît un paquet. Hein, les anards sous subvention, enfin, tu vois, c'est voilà. Le truc... Je crois qu'Audiard on a parlé dans un de ses dialogues avec Archimède Le Clochard. Et donc, j'ai atterri à l'Harmattan, et en 48 heures, Bruno Pequeno, qui est un grand sociologue à la Sorbonne, qui lui-même en lutte, d'ailleurs, pour la diminution des budgets sur la recherche, etc., en 48 heures m'a donné son accord, quoi. Donc ça s'est fait vraiment à une vitesse éclair. Alors, il y a une phrase, une citation de Sénèque, Lettre à Lucilius. Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Oui, ça, la volonté, c'est vraiment quelque chose qui est très important et que je développe aussi dans le livre, surtout à propos de ce que tu appelles l'instruction populaire. L'instruction populaire. Qu'est-ce que c'est que l'instruction populaire? L'instruction populaire, tu en es un bel exemple, hein, Mishka, c'est le savoir qui vient du vouloir. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on nous dit à l'école, etc., là où on est trucs machin, on nous donne des cours, les machins, etc., bon, on n'a pas spécialement envie, etc. Le savoir qui naît du vouloir, c'est pour développer un esprit critique. Vouloir comprendre les choses, dans quel scénario on joue. Si on ne fait pas cet effort-là... on fait confiance à la France Insoumise ou à la mère Le Pen pour régler les problèmes. Exactement. Et donc, ça ne réglera rien. La seule solution, c'est le savoir qui naît du vouloir. Merci pour ce petit coup de brosse. Non, mais c'est la vérité. Moi, j'ai vu l'évolution et la masse de connaissances acquis par des gens qui avaient été propulsés initialement vers le précariat et qui sont capables de me parler de la déflation, de la dette, de l'inflation, ce qu'aucun étudiant en école de commerce est capable de faire. Ça, c'est un travail d'équipe. C'est un bel effort. C'est avec les collègues, hein, on essaie de faire marcher l'intelligence collective. Alors, on va aller sur le sommaire, en fait. Alors,
l'introduction ou le besoin de vouloir, c'est la phrase de Sénèque. Donc là, on l'a fait. La deuxième partie, c'est un virus révélateur. Oui. C'est très d'actualité, ça. On parle du. Alors, on parle évidemment du Covid, puisque bon, moi, j'explique ce qu'on avait évoqué dans l'émission sur le biopolitique. Le virus n'a pas surgi comme ça. C'est le fruit à la fois des délocalisations, de la biopolitique, de la révolte des élites dans les années 80 qui ne pouvaient plus payer pour les budgets santé et qu'on investit donc en Chine et en Inde, là où on n'était pas très regardant sur les cobayes humains. D'où... Et en Afrique aussi, au Burkina Faso, Bill Gates fait ses essais. Bien sûr. Ils font pas ça en général sur le territoire, surtout quand c'est des virus pathogènes, encore plus pathogènes via ce qu'on appelle des gains de fonction, quoi, pour trouver les séquences. Mais bref, tout ça est parti c'est pareil, tout part des années 80 en fin de compte. Et donc le virus a été un agent invisible mais extrêmement révélateur de toutes les inégalités. Nous, alors pays par pays, si tu regardes aux États-Unis, c'est flagrant. Dans les populations afro-américaines, ça a été en première ligne. En France aussi, Pierre-Jean Chalençon qui fait ses dîners. Ces dîners de Monsieur le Prince, là, lui, il n'y a pas de distanciation sociale, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Par contre, le restaurateur, le café du coin de la rue, lui, il est fermé. Oui, bien sûr. Ici, nous, on l'a vu en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, si tu veux, où il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des EHPAD, caissières dans la grande distrib, service d'ordre dans la grande distrib, livreurs Amazon, Uber. Des gens qui ne pouvaient même pas se mettre en arrêt à maladie, si tu veux. Alors on les a applaudis, on a dit oui, les éboueurs, etc. On a trouvé ça formidable, on les a applaudis un court instant. Et en finale, donc la Seine-Saint-Denis, qui a à la fois le triste privilège d'être le département le plus pauvre de France et celui aussi, il y a le plus de morts, quoi. Alors la troisième partie, c'est la manipulation de l'humain. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Si tu veux, c'est le prolongement. On va parler de notre ami Laurent Alexandre, qui considère les gilets jaunes comme les chimpanzés du futur. C'est comme ça, il le dit clairement. Il a écrit un bouquin avec Jean-François Copé. Lui, dans sa théorie, alors c'est le prolongement des biotechnologies issues de la révolte des élites. Quand ils se reproduire, sur les biotechnologies, c'est déjà le politique qui rentre dans la biologie du corps humain. Mais le transhumanisme, ça va plus loin, c'est devenu la religion de la civilisation. Je parle de religion. C'est une véritable religion, c'est ce qu'on appelle l'homme augmenté. C'est-à-dire, tu as des gens comme Elon Musk, le célèbre patron, qui est en train de faire des neuroimplants pour apprendre Neuralink, à travers sa société Neuralink, pour faciliter l'apprentissage. Kurzweil, le patron du développement de Google, qui est le pape du transhumanisme, qui a comme espoir de pouvoir ressusciter son père à partir de l'ADN de son père et de ses souvenirs. Voilà jusqu'où ça va. Putain, on touche à Dune, de Frank Herbert, on touche à plein de choses là. Oui, on touche à... Mais sauf qu'il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont investis là-dedans. Il y a une université qui s'appelle l'Université de la Singularité, qui a été montée. Et tous ces multimilliardaires, Apple, Google, Jeff Bezos, investissent des milliards et des milliards dans ce principe qui est la mort de la mort. Le représentant, le pape du transhumanisme en France étant Laurent Alexandre, ce mec ultra diplômé, Doctissimo. Voilà, un urologue qui a fait fortune en vendant Doctissimo, qui a ensuite investi en Allemagne dans les trucs d'ADN, etc., des boîtes comme ça. Et lui considère, il le dit clairement, que si tu ne te fais pas augmenter, tu n'auras jamais de boulot. T'es un inutile. Comme les gilets jaunes, l'intelligence, en fait. Les chimpanzés du futur. Les gilets jaunes sont les chimpanzés du futur. Alors on a un message pour lui, déjà on l'emmerde. Tu te souviens du film Fight Club ? Oui, bien sûr. Quand ils chopent le mec dans les chiottes, et puis ils lui disent, mais on te conduit, on te regarde pendant que tu dors parce qu'on assure ta sécurité, on te nourrit, on te nettoie.
arrête de déconner. Mais ils sont dans leur spirale, en fait, hédoniste, et ils ont même pas de retour sur la réalité. Ils sont entourés de courtisans, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas la compassion de l'humain. Non, non, non. Alors, transhumanisme, ça va loin, parce que c'est aussi la promesse, de pouvoir même changer de sexe au cours d'une vie, ce qui est génial, puisque bon, c'est le moyen de... Comme les escargots. Oui. Non, mais tu fais une vie en tant que femme, après tu fais une vie en tant qu'homme. C'est ce qui est une occasion formidable pour le capitaliste de revendre tout à tout le monde plusieurs fois. On te vend les produits en tant qu'homme, après, Mishka, je vais aller te voir, je vais te revendre les mêmes produits en tant que femme. Enfin voilà, c'est pas un peu sataniste ça quand même. Hein, c'est pas un peu sataniste derrière l'idéologie. Non, ils sont convaincus. Pour eux, si tu veux, la mort, c'est une maladie. Voilà, ils considèrent la mort comme une maladie et il faut la traiter. Alors après, mais c'est en courant mondial. C'est en courant mondial. Il y a en Russie, il y a aussi des transhumanistes. En Chine, des gens comme Wu Hai, le bras. Tu sais, en Chine, ils ont des gros problèmes en ce moment, avec la communauté ouïghour, musulmans. Ils interdisent aussi, ils sont en train de, je dirais, de frapper aussi la communauté chrétienne, interdire les ventes de Bibles, etc. Et ils sentent bien que la religion commence à prendre un peu un nouvel essor, tout en Chine. Donc pour contrer ça, ils ont investi aussi via le bras armé Wu Hai, tu vois, le bras armé, et on va bientôt, Wu Hai a annoncé que bientôt, à partir des souvenirs, ils allaient mettre en place des chats, tu vois, pour les enfants, pour communiquer avec leur grand-père qui est défunt, à partir de l'intelligence artificielle, etc. C'est putain de glauque, ça. Et qu'ils étaient justement, juste là, plafonnés par des histoires de bande passante, mais que ça allait être résolu. La partie d'après, c'est les gilets jaunes. Alors ça parle des gilets jaunes. Les gilets jaunes, la ruse de la raison. La ruse de la raison. Alors explique-nous, c'est-à-dire quoi ça, la ruse de la raison? Alors la ruse de la raison, c'est une phrase du philosophe allemand Hegel, en fait, qui a théorisé ça en disant que lorsqu'on est dans une impasse, qu'il n'y a plus de solution, etc., il va se produire un surgissement désordonné, et c'est ça le mouvement des gilets jaunes, qui va trouver une solution. Donc les gilets jaunes, c'est un surgissement désordonné, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur le marché de la raison. On est dans un marché, un peu de la passion, de quelque chose qui va soulever les foules et qui va créer une brèche. La passion pour le bien commun, pour la justice, la dignité, oui, parce que nos anciens ils crèvent dans les EHPAD, parce que y a des gars qui font les poubelles, et puis que le 15 du mois, la moitié des collègues, on est dans le rouge, et qu'on a tout bien fait comme on nous a dit de faire, et qu'on se retrouve carotte. Oui, mais en même temps, ce qui est extraordinaire, si tu veux, dans le mouvement des Gilets jaunes, justement, c'est que des gens propulsés vers le précariat se soucient du bien commun. On a tout fait. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme tel que l'a expliqué Adam Smith? Il dit, c'est si le boulanger te file une baguette de pain, c'est pas par humanisme, c'est par égoïsme. Donc lui il te dit, c'est la somme des égoïsmes des uns et des autres qui fait un équilibre général. Quand tu parles du bien commun, c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire que tu ne t'intéresses plus uniquement à toi, à la république des individus, parce qu'aujourd'hui, c'est ça ce qu'on a fait de nous, une république des individus, dans laquelle le bien commun, voilà, Donc c'est ça qui est formidable dans le Gilet jaune, c'est qu'on réinvente le bien commun via des gens qui ont été propulsés vers le précariat, donc qui a priori pourraient se dire, voilà, moi je ne pense qu'à moi. Eh ben, c'est pas le cas. L'autre partie, c'est de l'homme libre à la victime. Oui, parce qu'il y a un phénomène un peu très dérangeant à l'heure actuelle, c'est la victimisation. Alors la victimisation, on en entend parler de ça tous les jours. Alors ça va être les gays, les lesbiens, les noirs, les arabes. C'est-à-dire ça consiste à enfermer sa propre souffrance dans une souffrance plus globale. Ce qui en fait est une aliénation, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas dire, ah ben moi je suis malheureux parce que je suis gay. Et les gays, nous on est maltraités, ou je suis malheureux parce que je suis noir. C'est un peu tout le discours. Des indigènes des indigènes par exemple. Mais
tout cela omet quand même un truc fondamental, c'est la lutte des classes. Si tu veux, la lutte des classes... le combat contre l'oligarchie, en fait, parce que là, ça divise le peuple, voilà, ça segmente. Le combat contre l'oligarchie, si tu veux, c'est pas une question que tu sois gay, lesbien, noir, jaune, ou etc. Donc, c'est tout un discours qui est bâti sur la victimisation, où tu as l'impression, finalement, d'arriver dans une communauté un peu fantasmée. Tu te dis, bah voilà, nous c'est ça, etc. Mais ça omet le principal, qui est le combat contre l'oligarchie. L'autre partie, la partie suivante, c'est retrouver l'être et la société. C'est la verticalité, c'est-à-dire qu'on a fonctionné tout le temps sur un mode horizontal, l'avoir, et donc la solution, c'est la verticalité, c'est l'être. Retrouver l'être. C'est le besoin de transcendance. On transcende la matérialité des choses. Absolument. Absolument, c'est un besoin de transcendance. On est dans un monde désenchanté. On l'a bien vu, le désenchantement du monde. Des philosophes comme Marcel Gauchet l'ont parlé, quoi. On est dans l'hyper-matérialité, l'hyper-matérialisme, l'hyper-capitalisme. Et on ne peut plus fonctionner comme ça. On le voit bien, on arrive au bout du bout, on est en train de rendre les gens dingues, on est en train de rendre les enfants dingues. Je donnerais, c'est particulièrement flagrant chez les enfants. T'imagines qu'on est dans un truc où on te dit maintenant il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans, après on te dit peut-être que ça va être 14 ans parce qu'il y a un gamin de 14 ans. En plus, un gamin surcroît qui naît à des troubles de l'intention, de l'hyperactivité. On les fout sous Ritaline, qui est une amphétamine, quand même, c'est pas rien. De la Ritaline. Et avant, on n'en parlait pas de tous ces troubles de l'attention, de l'hyperactivité, etc. Pourquoi, d'un seul coup, il y a un tsunami qui débarque sur nous? C'est qu'on est dans un mode de vie qui ne nous convient plus. Comme 25% de la population sous antidépresseurs et anxiolytiques. Et le reste sous ce qu'ils trouvent. Le reste, on est champion du monde de la consommation de shit, il faut bien le dire, vice-champion d'Europe de la consommation d'alcool, et champion du monde de la consommation d'antidépresseurs. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Oui, mais on est la Startup Nation, c'est là le libéralisme triomphe. Donc qu'est-ce que c'est la Startup Nation je vais juste te raconter une anecdote. Moi, j'avais un ami, Valère, d'ailleurs, que je vais aller voir bientôt, que je salue, qui avait inventé un logiciel français sur Internet. Il était allé voir Fillon, à l'époque, qui était ministre des Télécoms, un logiciel de programmation, un langage, quoi, pour Internet. Et Fillon lui a dit mais qui vous a demandé de faire ça? Il a la lettre de Fillon. Il a dit j'ai pensé que ça intéresserait la France d'avoir un logiciel français. Donc le bilan, moi j'ai vécu cette époque. Voilà, on le voit avec les GAFA, on le voit. Voilà, c'est terminé. Les parts de marché sont prises. Les Amazon, les Google et tout ça, on ne pourra jamais les reprendre. Ce sont eux les nouveaux maîtres du monde. Le libéralisme réduit les gens en individus, en unités consommatrices névrosées. Complètement. Alors, si tu veux, ça c'est une de mes grandes thèses, en fait. Comme je le dis souvent, et ça remonte aux années 80 aussi, dès les années 80, le capitalisme avait compris, si tu veux, qu'il y avait beaucoup plus de fric à gagner, même en baissant les heures de travail, si tu veux. Il y avait ils avaient compris que les gens consommaient un peu n'importe quoi. Donc ils se sont dit qu'il faut mieux qu'on baisse leurs heures de travail, les faire travailler moins, parce que s'ils travaillent moins, ils vont consommer plus. C'est comme ça qu'on est devenu des démocraties de marché, des sociétés de consommation, en fait. C'est pas un truc qu'on a voulu... reposez-vous les mecs, vous travaillez trop, etc. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, il y a plus de fric à gagner de la proportion des gens à consommer n'importe quoi qu'à les faire travailler plus. Donc, tout est parti comme ça, et qu'on est devenu de véritables sociétés de consommation, quoi. Et donc... Alors en fait, si tu veux, pour comprendre, et même pour aller plus loin,
si tu veux, c'est ce que je dis toujours, on nous a proposé un pacte faustien. Faustien dans le sens diabolique, hein, un pacte avec Faust. C'est-à-dire qu'on nous a dit, voilà, ce que vous allez perdre en tant que producteur, donc sur le plan du travail, vous allez le gagner en tant que consommateur. Donc, voilà, ça ne sera plus fait chez nous, c'est les fameuses délocalisations, mais en même temps, regardez, en termes de pouvoir d'achat, les produits chinois, les produits ceci, etc. Donc, voilà l'arnaque dans laquelle on est tombé, quoi, en fin de compte. Et donc, comment on s'en sort de ça? Aujourd'hui, si on écoute le maire, on va... Bruno Le Maire? Oui, Bruno Le Maire. Le gars, quand il était ministre de l'Agriculture, il ne savait même pas ce que ça faisait un hectare? Oui. D'accord, ok. Donc, peut-être pas l'écouter, en fait. L'apôtre du quoi qu'il en coûte, c'est gratuit jusqu'à la caisse, hein, puisque bon, c'est exactement ce qui va se passer. Hein. On aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard dans le débat économique, puisque moi je me suis donné la peine de faire les calculs du quoi qu'il en coûte. Mais oui, le maire... Le maire, c'est ça, effectivement, c'est quelqu'un, voilà, il est comme les autres, quoi. Mais alors, là, on arrive au bout du système libéral. On touche dans les incohérences profondes, humaines du système. Et donc, c'est quoi la sortie? C'est avoir conscience de son prochain, c'est remettre de la compassion pour l'humain, c'est on ne peut pas réussir sans les autres. Le mythe du self-made man, du gars qui réussit tout seul. Alors, moi je pense, Mishka, que voilà, il y a la dernière solution pacifiste, hein, et je le dis sincèrement, pacifiste, c'est l'élection d'une assemblée constituante, comme ça s'est produit à 6 reprises dans l'histoire de France. Ça, c'est la dernière solution, parce que sinon, ça va être... après, c'est l'insurrection. Il n'y a plus d'autres possibilités. La démocratie représentative est morte. La démocratie participative est une arnaque. Donc, il faut qu'on prenne les choses en main et qu'on arrive à élire une assemblée constituante. Voilà. Et ensuite, les process de contrôle, de transparence et de contrôle. Avec mandat révocatoire et impératif. Hein. Ça, c'est indispensable. Indispensable. Alors, je suis content de voir qu'en ce moment, il y a plusieurs projets qui émergent. Bon, André Bellon est parti, lui, il y a 14 ans. Bon, maintenant, il y a aussi les gens du MCP que j'ai vu surgir cette dernière année, Mouvement Constituant Populaire. Il y a la dynamique populaire de Jacques Nikonov. Enfin, là, il y a un certain nombre de personnes qui commencent à prendre conscience qu'il n'y a plus d'autre solution avant le chaos. Avant le chaos. La partie suivante, c'est Europe, la grande illusion. Bah oui, c'est la grande illusion, si tu veux. Alors, moi, je n'ai pas participé au rassemblement des gens du Frexit, si tu veux, pour une raison bien simple. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui... Génération Frexit, non. Moi, je pense que tout ça sera traité par l'Assemblée constituante qui aura été élue. Et là, qui posera la question au peuple s'ils veulent ou non sortir de l'Europe. Évidemment que l'Europe instruit, parce que voilà. Il faut que le peuple soit instruit de ces questions-là. Absolument. Je vais juste parler d'un truc, tu sais, il y a un livre dont tout le monde parle en ce moment, c'est Le Grand Reset, de Klaus Schwab. Tu vois, Klaus Schwab, Le Grand Reset. Et dans ce livre, si tu veux, Klaus Schwab cite un économiste américain qui s'appelle Dan Roderick. Et Dan Roderick a inventé, enfin a théorisé ce qu'on appelle le trilemme de Roderick. Alors un dilemme, c'est quand deux choses s'opposent. Un trilemme, c'est quand deux choses peuvent cohabiter, mais pas les trois. Donc il fait la démonstration, c'est un économiste américain d'Harvard, hein. Il fait la démonstration que parmi les trois choses qui ne peuvent pas cohabiter, c'est la mondialisation, l'État-nation et la démocratie. Si on vit une mondialisation forte, comme celle qu'on vit aujourd'hui, et qu'on veut garder l'État-nation, alors on peut pas avoir de démocratie. C'est l'exemple chinois? Alors, l'exemple, c'est l'exemple chinois. Sinon, il y a l'autre, ce qu'on appelle la camisole dorée, c'est-à-dire que on renonce à l'État-nation, on garde la mondialisation forte
et la démocratie, mais on est dans le modèle américain, le modèle du fédéralisme. C'est-à-dire que c'est la marche forcée vers le fédéralisme européen. Donc là, c'est l'État-nation qui disparaît. Et l'autre hypothèse étant une mondialisation faible, où là on peut garder État-nation et démocratie, mais par contre on n'a pas la mondialisation. Enfin voilà, c'est trois choses qui sont incompatibles. Aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est la démocratie qui est en train de disparaître tout simplement. Voilà, mondialisation forte, on garde l'État-nation, mais la démocratie, elle est où? Elle est où la démocratie? Il y a aussi la dissolution actuelle de l'État-nation avec les euro-régions, etc. Il y a aussi c'est la volonté de l'Union européenne. Bien, oui, c'est la marche forcée depuis le traité de Lisbonne. De toute façon, voilà, dès que les peuples disent non, de toute façon, c'est ratifié par les parlements. Enfin, ça s'est passé en France, ça s'est passé en Irlande, ça s'est passé dans les autres pays. Donc, de toute façon, on l'a vu pour le non aussi à la Constitution. Dès qu'on dit non, ça, voilà, on s'en fout. Donc, à partir de là, tout étant ratifié et tous les transferts de souveraineté, on a perdu la souveraineté monétaire, la plus importante de toutes les souverainetés. Souveraineté juridique aussi. Souveraineté juridique. La Commission de Bruxelles, tous les jours, passe des accords de libre-échange, mais t'as même pas idée. Tout ce qu'il faudrait rapatrier, on n'est même pas au courant. On n'est même pas au courant. Regarde, on l'a vu là pendant la crise du Covid. Le pass sanitaire, c'est l'Europe qui a voté ça en octobre de l'année dernière. C'est pas au niveau français. Ils ont dit hop, le pass sanitaire, terminé. Donc voilà. Finalement, eux, ce qu'ils veulent, c'est la démocratie, mais sans le peuple. Parce que Exactement. Le peuple, il est trop con. Il est gilet jaune, finalement, à 75%. Exactement. Il y a eu deux grandes inventions dans les dernières années. Ça a été la démocratie sans peuple et le capitalisme sans risque, avec des banquiers centraux qui rachètent systématiquement les actions, les obligations d'État, pour pas que les marchés actions immobiliers s'écroulent. Le capitalisme sans risque. Bah oui, dans la mesure où les banquiers centraux rachètent toutes les dettes souveraines. Donc même les canards boiteux ne sont pas... Les actions et immobiliers s'écroulent, parce que normalement, on devrait être dans un double crack. Si tu veux, un crack immobilier et un crack action, c'est le marché, mais complètement surévalué. Mais tant qu'on file du fric aux banques et aux entreprises pour qu'elles rachètent leurs propres actions, voilà, donc il n'y a pas de crack. Ils ont trouvé le moyen de faire une transfusion à quelqu'un qui souffre d'hémorragie interne, mais sans colmater la brèche. Mais l'heure de présenter l'addition au peuple arrive. C'est vous qui allez payer. C'est nous tous. Et on le paye déjà. Donc là, c'est la notion de trilemme de Dan Rotrick, oui. d'Harvard, oui. qui dit il y a ces trois pôles, mondialisation, démocratie et État-nation. Et il n'y en a que deux qui sont compatibles, en fait. Jamais les trois ensemble. Ah, bien sûr. Et c'est un gars d'Harvard, quand même. Voilà. Ils sont au courant, apparemment, donc Klaus Schwab, tout ça, ils sont au courant de tout ça. La Commission européenne est au courant depuis 2010, mais ça ne l'empêche pas de continuer à passer des accords de libre-échange. Non, mais les perdants, c'est les 500 millions d'Européens. Voilà, ça c'est dit. Oui, c'est pas... La partie suivante, c'est vouloir. Voilà, à la page 103. Oui. Alors, vouloir, qu'est-ce que tu as mis avec André Bellon dans vouloir? Le vouloir, c'est justement quelque chose pour inciter les gens à se dire tout n'est pas perdu, il y a encore une solution, c'est de reprendre les rênes à travers l'élection d'une assemblée constituante. Il suffit de créer des cercles constituants, région par région, ville par ville même. Rond-point par rond-point. Rond-point par rond-point. Après, on génère cette élection d'une assemblée constituante et on provoque des états généraux. Et là, ils seront obligés de nous recevoir. On ne pourra pas dire qu'on a fait n'importe quoi. Ou pas, parce que comme ils contrôlent les médias de masse, puisqu'ils sont contrôlés au niveau du capital et de la publicité par les oligarques, tant que la musique joue, eux, ils se font du bif. Ils n'ont aucune raison d'arrêter la musique. Oui, mais il y a un stade... si tu veux, là, ils sentent le vent du boulet quand même. Là, ils le sentent de plus en plus. C'est pas un boulet, c'est une gifle. Bon, là, je vais te donner un autre exemple.
dans ce qu'est la carence de démocratie. Bon, il y a 4 ans, on disait déjà, ça va être Macron contre Le Pen. Donc là, à l'arrivée, on se retrouve effectivement avec Macron contre Le Pen. Moi, je peux te dire que de sources sûres, quand je te dis de sources sûres, c'est de sources plus que sûres, il y a déjà tout un tas d'économistes, de gens qui sont en train de bosser sur le programme de Marion Maréchal Le Pen, qui va se retrouver face à Édouard Philippe dans la prochaine élection. Marion Maréchal Le Pen, aidée avec des mecs comme Wauquiez, Zemmour, donc des gens issus de la personnalité de la société civile, ils sont en train de bosser sur le programme économique, parce que Marine Le Pen ne se représentera pas une 3e fois. Donc ça va être Marion Maréchal avec un décloisonnement LR RN, plus des gens de la société civile, face à Édouard Philippe. Voilà la prochaine élection. Tu appelles ça de la démocratie quand tu sais à l'avance déjà les gens qui vont se présenter? C'est surtout de la politique politicienne et c'est de la merde et on en crève. Donc, et là, dis-toi bien qu'en ce moment, il y a déjà des masses de gens qui sont en train de bosser là-dessus. Payés, hein. Avec quel argent? Qui c'est qui finance ça? Quelle banque? Quel oligarque? C'est un peu comme Marianne, hein, tout ça c'est déficitaire. Mais Kretinsky, c'est pas avec son pognon qu'il a... Le journal d'extrême centre. Ouais, mais c'est pas avec son pognon, puisque Marianne est déficitaire. Il a bien pris du pognon quelque part, parce que sinon il serait pas devenu oligarque en République tchèque en misant que sur des ânes morts, quoi. C'est sûr. Bref. Ça, on parlait à Polonie, mais ça va la fâcher. Hein. La punkette des beaux quartiers. Ouais, d'ailleurs, ils avaient craché sur les gilets jaunes, et sur les gilets jaunes constituants du 91 en particulier, les inquiétants gilets jaunes constituants du 91. Oui, j'ai vu l'article, ça m'a beaucoup amusé. Bon, voilà. On a un droit de réponse, voilà, on se donne le droit de réponse. Non, c'était très drôle, très drôle. Mais qu'est-ce qui fait la différence, là, on fait une petite aparté, entre un propagandiste et un journaliste, d'après toi? Il y a le respect de la charte de Munich. Non, pour moi, les journalistes télé sont plus des journalistes, sont des animateurs, en fait, des animateurs de ce que Guy Debord appelait en fait des anesthésistes réanimateurs. Tu vois, ils t'endorment, ils te réaniment. Voilà, c'est Hanouna. Voilà, c'est des anesthésistes réanimateurs, puisque bon, tous ces gens, comme tu viens de le souligner, sont financés par la grande consommation. Par les produits de grande consommation. Donc à partir de là, il ne faut pas faire peur à Madame Michu, il ne faut pas machin, donc on les endort, on les réveille. Voilà. Après, sur la presse, la presse, entre les subventions et effectivement, aussi des investissements, Le Monde avec Xavier Niel et compagnie. Bill Gates aussi qui a lâché un petit peu là, pour Le Monde. Hein? Bill Gates a lâché pour Le Monde. Oui. Et avec leur décodex, leur outil de vérification de l'information qui est utilisé par Facebook. Et ça a été... ils te le disent, hein, quand tu publies des vidéos, tu vois, là, on a parlé du Covid, il y aura des limitations au niveau des partages, etc., des avis, des mises en garde. Et si on ouvre trop notre bouche, voilà, simplement échanger, essayer de faire l'intelligence collective, essayer de trouver des sources d'informations qui ne sont pas du média mainstream. Ils disent, attention, cette vidéo a été vérifiée, fact-checkée par Le Monde, donc financé par Bill Gates, et contient des informations non pertinentes ou fausses pour eux. Ouais, enfin bref, c'est la fin du système, quoi. La partie d'après, c'est élire une constituante, donc on en a déjà parlé. Et puis, en guise de conclusion, la page 123, tu nous as fait cadeau, très gentiment, d'un ouvrage. On n'a pas eu le temps de le lire. C'est un peu positif ou... Très positif. Bon. Parce que moi, je crois aux citoyens. Véritablement, mais pas aux citoyens. Vraiment, je pense que c'est grâce au mouvement des Gilets jaunes, en fait. Hein. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes a permis toute cette masse de connaissances, cette masse de gens qui sont revenus semaine après semaine. Il faut voir aussi le courage physique, hein, parce que quand on est allé dans des manifs,
qu'on s'est fait tirer dessus à bout portant. Moi, je l'ai vécu. Hein. C'est un miracle, j'ai eu le temps de me retourner au dernier moment, mais je suis pas passé loin du tir de LBD. J'ai même eu un truc de grenade qui est tombé dans ma capuche. C'est là où j'ai appris qu'il fallait pas mettre de capuche, parce que quand ils envoient les trucs en l'air, là, les pistolets à grenade, ça peut tomber dans la capuche. Mon treillis a pris feu. Donc ça, c'est des trucs qu'on apprend sur le terrain. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il fallait un courage inouï même, parce qu'on risquait véritablement quelque chose, quoi. C'était pas une gifle, là. C'était pas un petit truc, quoi. Donc, je fais confiance aux citoyens. Je pense, moi, véritablement un sursaut populaire. Voilà, la ruse de la raison. On va y arriver. On va y arriver. Oui, on va y arriver. Le bien, le beau, le vrai. On va y arriver pour une raison très simple, c'est que bon, le libéralisme est mort, et en fin de compte, ça fera l'objet d'une autre émission. Moi, j'ai le logiciel en fait un peu économique. Je sais que le capitalisme financier a été la planche de salut en fait du capitalisme normal, qui sinon s'écroulait parce qu'il n'arrivait plus à extraire la plus-value en fait. Du travail de l'homme. C'est ce qui a donné lieu au capitalisme financier. Donc, à partir de là, même des gens comme ultralibéraux, comme Patrick Artus, il vient de sortir un bouquin, là j'ai vu, La dernière chance du capitalisme. Un mec qui est quand même ultralibéral. Et la dernière chance du capitalisme, pour lui, c'est revenir au capitalisme à la papa, avec un État keynésien qui accompagne. Voilà, il a compris que c'était mort. Moi, ça fait des années que je le dis. Donc, on est dans un phénomène d'effondrement. Nous, on est habitués à se mouvoir dans les décombres, parce que ce qu'on va trouver dans les décombres du capitalisme, c'est pas le socialisme, hein, c'est les décombres du capitalisme. Il va falloir habituer à se mouvoir, et je pense qu'on est prêt, on est de plus en plus de gens à être prêts à vivre comme ça, dans la survie. On n'a pas besoin de politique pour s'habituer à la survie. Surtout quand ils sont payés avec notre sueur. Bah, exactement, on n'a pas besoin de... Voilà, nous, je pense qu'on est beaucoup plus aptes qu'eux à survivre. Merci pour cet échange, cet entretien, cette présentation de cet ouvrage. Voilà, je le remontre. C'est en vente sur toutes les plateformes, et puis vous pouvez le commander aussi à votre libraire, hein, bien sûr. Voilà. Et donc c'est les Gilets jaunes apparemment donc, qui t'ont donné envie d'écrire ce bouquin. Ah, totalement. Moi, tout est parti, vraiment tout est parti. C'est pour ça que j'en parle beaucoup dans le bouquin. C'est vraiment les Gilets jaunes. Pour moi, ça a été le tournant historique. Et dès le départ, hein, j'ai senti que on était justement face à ce surgissement, j'appelle ça un surgissement désordonné, mais dans la mesure où c'était pas planifié, où c'était transpartisan, où il y avait des gens... Très fraternel aussi. Hein ? Très fraternel. Et c'est là où on voit que ça tient finalement un peu de choses, parce que semaine après semaine, il y avait des gens, des fois du RN, il y avait des gens de la France Insoumise, il y avait des royalistes, il y avait tout. Des anards. Des anards, bien sûr. Et puis semaine, à force de se voir samedi après samedi, comme ils avaient sympathisé, là ils se posaient la question, et toi t'es quoi ? Mais c'était trop tard, ils avaient sympathisé, ils étaient devenus potes, quoi. Ils étaient dans la même merde aussi. Ils étaient dans la même merde. Donc c'est ça qui a été et qui est fabuleux, parce que les Gilets jaunes ne sont pas morts. Les Gilets jaunes aujourd'hui sont en train de s'organiser, de produire d'autres choses et de se préparer véritablement à aller plus loin. Mais le mouvement Gilets jaunes est là pour rester. Alors, on rappelle le titre de l'ouvrage, Pour la souveraineté du peuple, nous sommes tous des constituants. Oui. Préface de Mehdi Belhaj-Kassem. Le plus grand philosophe contemporain pour moi, qui est auteur d'un texte, chacun peut le taper sur internet, Gilets jaunes, mon amour. Il a fait un moment un tour de France comme ça, pour tout à fait autre chose, pour un truc de photo, et c'était pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et donc de rond-point à rond-point, il a vu le mouvement des Gilets jaunes, et il a écrit ce texte fabuleux dans la revue du MOS, qui est une revue de sociologie, Gilets jaunes, mon amour, et je me suis dit, putain, c'est le premier mec qui a compris
ce qu'était véritablement le mouvement des Gilets jaunes, quoi. Parce que tous les autres grands philosophes, les mecs, ils ont fermé leur gueule. Hein. On va pas parler d'Onfray, là. Non, bah non, tu vas me fâcher, il va envoyer l'armée là où j'habite, là. Alors, lui, tu vois, Donc, avec écrit Jacqueline Moreau, c'est ça qui est écrit dans le Front Populaire. Attends, alors voilà, toi. Alors, ça a été aussi écrit, donc c'est un échange de lettres. C'est une correspondance, oui. C'est une correspondance où on confronte nos points de vue, on n'est pas toujours d'accord. Hein. André Bellon, donc l'éminence grise, Mitterrand, oui. etc., il était dans le sérail. Chacun peut taper sur Internet. C'est un grand penseur, hein, bien sûr. Avec Jean-Pierre Crépin. Oui. Plutôt Anna. Plutôt Anna. Voilà, force et honneur, les amis, on lâche rien. Merci encore, Jean-Pierre. C'est moi, les gars. On va enchaîner sur un petit live d'entretien d'actualité économique et politique, parce qu'évidemment, tout est lié, en relation avec tes travaux sur les calculs d'inflation, sur plein de choses que nous, on voit à la caisse du supermarché ou au marché, tout court. C'est juste après, d'ici quelques minutes. À très bientôt, les amis, on lâche rien. Force et honneur, mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun, vive le beau, vive le vrai. Vive le bien. Le bien, tout simplement, oui. Vive la justice, la dignité et le bien commun. Oh, on lâche rien.